Bonsoir à tous. Alors, donc déjà, cette situation est absurde. En effet, vous préférez que je parle dans lequel? Celui-là? D'accord. Dégage. Tiens, attends, il est attaché là. Oui. Ça commence tout de suite par un gag. Vous voyez? Voilà. C'est typique, c'est ma vie. Ma vie est comme ça. Alors, j'avais préparé une petite phrase d'entrée. Cette conférence s'intitule Une vie sans fin, mais ne vous inquiétez pas, conférence sans fin. Merci. Je remercie Madame la directrice, Madame Caldwell, ainsi qu'Eliott, l'organisateur, pour son cycle de conférences transhumanistes, dont la thématique est ce sont des transhumanistes avec les cheveux longs. Il y a eu donc Luc Ferry et moi. Le prochain, c'est peut-être Bernard-Henri Lévy. Oui. Okay. Oui, alors ma situation ici sur scène est très surréaliste. Être reçu dans une fondation pour la recherche et l'éthique médicale. Bon, on est tous conscients que c'est totalement absurde. Je n'ai pas de diplôme de médecin, je n'ai aucune compétence dans le board dans ce roman, Une vie sans fin. Je ne suis qu'un écrivain de fiction, cette fois-ci peut-être de science-fiction, voire de science-non-fiction, puisque tout ce que j'écris dans ce livre est vrai. Donc ça paraît un petit peu délirant pour moi d'être là sur cette scène. J'ai l'impression d'être arrivé... Connaissez-vous le principe de Peter, selon lequel tout homme finit par gravir jusqu'à son niveau d'incompétence maximale. Et j'ai ce sentiment-là en vous parlant, d'être arrivé au sommet de ma carrière dans l'incompétence. Ceci étant posé, ma famille contient beaucoup de médecins. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est une longue lignée de médecins béarnais. Les Beigbeder à Pau, nous avions des établissements de cure, soigner les tuberculeux, jusqu'à ce que malheureusement quelqu'un découvre un vaccin qui a été une catastrophe pour mon héritage, en tout cas. Un véritable drame. Mais je me réjouis évidemment qu'on ait pu guérir ce fléau, la tuberculose. Voilà. Même si ça nous a mis sur la paille. Une autre, je pense que l'idée de faire venir un romancier dans un endroit de très très sérieux et très prestigieux comme la Fondation Brochet, je pense que c'est une démarche salutaire, parce que finalement les chercheurs qui réfléchissent sur l'avenir de la médecine rencontrent rarement des écervelés qui rêvent, ou des poètes, ou qui écrivent des histoires. Et je pense que c'est un dialogue qui devrait avoir lieu plus souvent. Je suis très sérieux. Dans la revue Nature, qui est la revue de référence de la science dans le monde, eh bien, dans chaque numéro, il y a une nouvelle de science-fiction. Donc ça prouve bien que même la revue Nature a pensé qu'il fallait se confronter aussi avec des originaux dans mon genre. Souvent, les romanciers ont imaginé des choses sérieuses. Je vais chercher un verre d'eau, mon médecin me le conseille. Et je prends un exemple qui vous concerne, c'est Mary Shelley. Mary Shelley a donc écrit Frankenstein ici, à Genève, dans une jolie maison. Elle avait 18 ans. Pour s'amuser, elle a imaginé une histoire horrible qui fait très peur, où un médecin qui s'appelle Frankenstein ressuscite un cadavre avec des chocs électriques. Et c'était à l'époque où elle écrit le livre une des thèses de quelques médecins un peu fous, c'était qu'on pourrait peut-être faire repartir le cœur humain avec de l'électricité. Il se trouve qu'aujourd'hui, on fait ça tous les jours. Il y a des
Il y a même des instruments partout, dans les trains, dans les avions, dans les gares, pour, il y a un problème, envoyer un choc électrique et ça fait repartir les gens. Donc Frankenstein, c'est devenu une réalité, c'est devenu une découverte médicale très sérieuse. Et j'en déduis que peut-être un jour mon livre sera aussi considéré comme un excellent dialogue entre la science et le délire verbal. Et voilà, et je pense que donc je dois beaucoup à Cholet, et ce n'est pas du tout un hasard finalement si je suis ici à Genève. Par ailleurs, à titre personnel, c'est vrai que l'idée de Frankenstein, donc cette résurrection par choc électrique, me touche dans mon intimité, puisqu'à Genève, moi aussi, il y a 8 ans, j'ai eu une forme de résurrection avec un coup de foudre. Voilà, c'est pour parler de ma vie privée. Alors donc, quand j'avais 13 ans, je suis allé dans une émission de télé qui s'appelait Temps X, avec 2 jumeaux, Igor et Grishka Bogdanov, dans des tenues un peu de cosmonautes, en papier aluminium. Et ils m'ont reçu, j'avais 13 ans, et ils m'ont demandé « Frédéric, quelle est ta définition de la science-fiction ?» Et vérifier sur YouTube, cette image existe, on voit, on dirait une petite fille, et je réponds très sérieusement, la science-fiction, c'est la recherche prospective du possible. Je crois que c'est ce que j'ai dit de moins compréhensible de ma vie, et en même temps, finalement, c'est une définition je n'en changerai pas un mot, à vrai dire, je crois que le but, c'est de partir d'une découverte scientifique pour essayer de voir quelles en sont les conséquences sur les humains. Et donc une manière d'envisager les différentes possibilités déclenchées par les découvertes de la science. C'est exactement le projet d'une vie sans fin. Une vie sans fin est née des découvertes récentes de 2012 dans 2 domaines qui sont la génétique et Donc il y a la même année, en 2012, il y a d'abord un professeur japonais qui s'appelle Yamanaka, qui a reçu le prix Nobel de médecine pour les cellules iPS. Les cellules iPS, Induced Pluripotent Stem Cells, ce sont des cellules adultes qu'on arrive à transformer en cellules de bébés grâce à 4 facteurs qui s'appellent les facteurs Yamanaka. Et ils sont dans mon livre, mais ennuyeux d'essayer de les déchiffrer, et vous n'y comprendriez pas plus que moi. Mais le phénomène extraordinaire qui s'est produit en 2012, c'est donc de rajeunir l'être humain, ou rajeunir des animaux, grâce à ces cellules qui sont donc des cellules souches pluripotentes, qui peuvent devenir n'importe quel organe, qui peuvent s'adapter à n'importe quel organe, et qui sont créées à partir de cellules. Évidemment, cette trajectoire de la cellule adulte vers la cellule embryonnaire, c'est fascinant. C'est un des plus vieux rêves de l'humanité qui se réalise, l'élixir de jouvence. Et donc je crois que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu envie d'écrire ce livre. Ce qui est amusant, c'est d'essayer vraiment de comprendre ce qui se passerait si jamais il était possible que des gens en fin de vie de nouveau des gens de 30 ou 40 ans, voire 1 an. D'ailleurs, il y a un film tiré d'une nouvelle de Scott Fitzgerald qui s'appelle Benjamin Button, l'histoire d'un type qui vit à l'envers. Il commence vieux, puis il termine bébé. Et techniquement, ce sera peut-être possible d'ici quelques années. Donc c'est pour ça que j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus de fiction sur ce sujet-là, tellement incroyable que je n'ai pas résisté à la tentation d'écrire un roman là-dessus. L'autre découverte de 2012, c'est CRISPR-Cas9. Alors CRISPR-Cas9, sûrement il y a dû y avoir plein de conférences très sérieuses ici pour parler de ce qu'on appelle les ciseaux génétiques, qui permettent de repérer des mutations dans l'ADN et de les transformer, de les corriger
en fait de contrôler notre code génétique et de le modifier. Là aussi, on faisait ça avec les plantes, ça s'appelle les OGM, mais avec CRISPR-Cas9, on peut imaginer des HGM, les humains génétiquement modifiés. Il en existe déjà. Il y en a une dont je parle dans mon livre, qui est une petite fille à Londres, qui s'appelle Layla Richards, qui avait une maladie très grave, avec un diagnostic, disons, de mortalité dans 2 semaines, et puis sur laquelle rien n'avait marché. Elle avait une leucémie, rien n'avait fonctionné, ni la chimio, ni la radiothérapie. Et puis, un chercheur qui s'appelle André Choulika, que j'ai rencontré, a tenté une expérience de la dernière chance, en quelque sorte, en lui injectant des cellules génétiquement modifiées pour sa maladie. Et Layla Richards vit toujours, c'était il y a 4 ans, et elle vit toujours, elle est totalement guérie. Donc il y a un espoir fou qui est de guérir grâce à ces immunothérapies et grâce à toute une technique compliquée à résumer, qui consiste un peu à utiliser les systèmes immunitaires de notre corps et à les retourner contre la maladie, simplement en corrigeant les cellules, en changeant des cellules. S'il s'avère que ça se confirme, ça voudrait dire qu'on pourrait guérir non seulement toutes sortes de cancers, mais aussi Alzheimer, Parkinson. Et à ce moment-là, évidemment, on se débarrasse d'une des raisons de mortalité principales aujourd'hui dans notre monde. Donc là aussi, ça pose énormément de questions. Le but de cette fondation Brochet, interromps-moi si je me trompe, le but de cet endroit, c'est l'éthique médicale. Donc, oui, si on modifie les êtres humains, ça pose peut-être des questions. Et qu'est-ce qui se passera quand il y aura des êtres humains peut-être corrigés ou améliorés, et d'autres qui continueront d'être de vulgaires chimpanzés? Peut-être que ça posera tout un tas de problèmes. Par ailleurs, cette technologie coûte. Chaque injection de cellules gene edited, donc, dont les gènes ont été corrigés, coûte plusieurs millions de dollars. Et par conséquent, il y aura un moment où on dira aux gens pauvres, vous continuez de mourir, mais aux gens riches qui peuvent continuer à vivre. Ça pourra peut-être créer quelques débats, voire pire. Donc ces 2 découvertes en 2012, elles ont été le point de départ pour moi d'une enquête de 3 années autour du monde, où j'étais très surpris. D'ailleurs, ça a logiquement commencé ici, à Genève, à l'hôpital universitaire, dans le bureau d'un professeur qui s'appelle Stylianos Antonarakis, qui dirigeait la clinique du génome, et dont le métier consistait effectivement à rechercher, à essayer de modifier l'ADN de personnes malades. Il travaillait beaucoup sur les trisomiques, et il essayait, je le cite, de rendre les trisomiques intelligents. Et il m'a demandé d'ailleurs de ne pas citer cette phrase dans mon livre. Je l'ai gardée, ce qui prouve que je suis vraiment un enfoiré. Mais je voulais la garder parce que c'est une phrase qui peut choquer et qui en même temps montre que c'est à la fois un très beau projet, un rêve, une utopie, et en même temps quelque chose d'assez qui peut être choquant aussi. Le problème de toutes ces thérapies, c'est vraiment, j'ai fait ce livre avec une certaine innocence, puisque je suis un autodidacte, comme je vous l'ai dit, totalement ignare en médecine. Et je pense que c'est parce que je suis naïf, j'étais à la fois fasciné et parfois très très dégoûté. Des dilemmes terribles. Voulons-nous d'abord d'une vie sans fin? C'est une vraie question, c'est une question philosophique forte. Montaigne dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, en gros, ça signifie que quelqu'un qui a peur de la mort est un peu con. L'intelligence, c'est d'apprendre et d'accepter sa finitude. Et mon personnage, qui est un animateur télé très superficiel, très narcissique, lui, il trouve la mort totalement insupportable. Donc c'est un peu un idiot, ou un anti-héros, disons. Et j'espère qu'au cours de sa
son tour du monde de la génétique et des progrès de la médecine, il apprend peut-être le sens de la vie et qu'il est un petit peu moins bête à l'arrivée qu'au début. Mais cela dit, oui, donc je pense que le livre bascule d'un certain enthousiasme au début pour toutes ces avancées de la science, et puis que les questions les plus graves sont posées. Et au fond, est-ce qu'on voudrait vivre 300 ou 400 ans? Est-ce que ça serait intéressant ou pas? Je précise que je n'ai pas la réponse. C'est ça qui est chouette quand on écrit des romans. Les gens qui parlent ici d'habitude sont censés donner des réponses, ou en tout cas, ils n'ont pas le droit d'écrire n'importe quoi dans les revues scientifiques, c'est très grave, écrire des bêtises. Moi, j'ai le droit, c'est même mon métier, je suis même payé pour ça. Ah, alors, donc, j'ai fait une petite liste rapide, mais je ne veux pas être trop long, mais des 8 pistes de la science pour prolonger la vie actuellement. Donc, j'en ai cité déjà 2, les cellules iPS et CRISPR-Cas9. Il y en a 6 autres. Il y a le séquençage du génome. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait, qui est assez simple. On vous demande de cracher dans une éprouvette, et puis 2 semaines après, vous recevez votre code génétique, 3 milliards de lettres, qui, en les comparant avec tous les autres génomes déjà existants, avec une opération un peu statistique, en quelque sorte, on peut vous prévoir les maladies que vous risquez d'attraper ou d'avoir déjà. Ce qui, évidemment, est un peu angoissant. Mais au fond, premièrement, un homme averti en vaut 2. On le fait déjà. Parce que, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez eu une relation très tendre avec cette personne sans prendre beaucoup de précautions, vous allez probablement faire un test du HIV. Et là, vous allez avoir 1 semaine d'attente avant d'ouvrir une enveloppe qui va vous dire si vous avez attrapé ou pas ce virus mortel. Donc en fait, ça existe déjà de faire des tests très très angoissants. Et moi, je recommande le séquençage. Je crois que c'est bien d'être informé, de savoir ce qui peut se passer. Prenons l'exemple d'Angelina Jolie. Le test lui a appris qu'elle risquait d'avoir un cancer du sein, et elle a fait ce qu'il fallait, en l'occurrence une opération pour rester en vie. Et donc, bon, y a ça, séquençage du génome. Combien de personnes ici ont fait leur génome? 2. 3 personnes. 3 personnes sur une salle de 4000 personnes. Merci. Merci. Donc c'est une statistique intéressante. Il y a une personne séquencée sur 1000 en Suisse, alors que vous avez le droit, je crois, en Suisse de le faire. Nous en France, on n'a pas le droit, c'est interdit. Bon, donc je pense que quand même, moi, je vais le faire. Moi, je l'ai fait, alors j'ai le fait, et je n'ai pas trop de mauvaises nouvelles. À part, j'ai appris que j'avais 75% de points communs avec le Néandertal. Ça m'a surpris, parce que c'est vrai, j'ai une barbe, mais en dehors de ça, je ne me doutais pas d'une virilité de ce niveau-là. Alors l'autre, je vais aller vite, hein, je promis. À Harvard Medical School, j'ai rencontré un professeur du département de la génétique et qui travaille sur l'humanisation des porcs. Donc ça, c'est totalement fou. Ils ont réussi à modifier l'ADN de cochons. Et leur but, c'est de greffer des organes de porc pour remplacer les nôtres. Donc supposons que vous avez une cirrhose du foie, exemple pris au hasard. Eh bien, le foie du porc est exactement de la même taille, et en corrigeant son ADN, on peut le remplacer. De même avec l'estomac, le cœur, les poumons, etc. Donc ils travaillent sur ça. Il faut imaginer peut-être un jour, il y aura des fermes de cochons qui seront destinés à nous fournir des organes de remplacement. Ça, c'est très très sérieux. Une autre chose très sérieuse et complètement délirante, c'est les prints. Alors, ça veut dire imprimante d'organes. Il y a donc des gens qui travaillent à faire des impressions 3D
de nos organes. En fait, c'est des machines qui existent pour copier tous les objets. Et en général, on met dedans du plastique ou de l'encre pour créer des objets en 3 dimensions. Et là, on met des cellules à la place de l'encre. Ça permet, peut-être un jour, ça permettra de corriger vos organes. Bon, la procédure sera compliquée parce qu'il faudra quand même aller assez vite. Or, aujourd'hui, les bioprints et les imprimantes 3D, je ne sais pas si vous avez vu, ça marche assez lentement. Donc, supposons qu'on vous sort un organe, il faut le copier et ensuite mettre le nouvel organe en meilleur état. Mais cela dit, ça marche. Apparemment, ils arrivent maintenant à créer des organes en 3 dimensions. Je vais dire 2 mots compliqués parce que c'est important dans une fondation comme la fondation Brochet. Hétérochronique parabiosis. La parabiose hétérochronique, en quelque sorte, bon, vous savez tous ce que c'est, bien entendu. Il s'agit de mélanger le système de circulation sanguine de 2 individus. Donc, en gros, on mélange le sang et on s'est aperçu avec des souris. On a pris une souris très jeune, genre 3 mois, et puis une souris de 3 ans. Et en mélangeant le sang, on s'est aperçu que la souris vieille rajeunissait. Tous ses organes étaient régénérés, le poil de la souris était plus brillant, sa coque se redressait, et la souris âgée se remettait à faire des expériences comme résoudre un labyrinthe, nager, ou faire des petites tractions avec ses petites pattes. Il faut imaginer cette scène avec des chercheurs en blouse blanche qui observent une souris faire des pompes. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Mais évidemment, les chercheurs qui ont crié Eureka, car si ça se confirme sur les chiens, puis les chimpanzés, puis un jour les humains, ça veut dire que Dracula avait raison. Ça signifie que le sang jeune régénère les organes et tout le corps. Évidemment, alors ça ouvre des perspectives pour un romancier que vous imaginez. Ça laisse rêveur. D'abord, ça veut dire que Bram Stoker, l'auteur de l'intuition géniale, comme Mary Shelley avec l'électricité, la seule erreur de Dracula, c'est qu'il ingère le sang dans son système digestif, alors qu'il faut le pomper avec une seringue et se l'injecter dans la veine. Donc, imaginez bientôt, peut-être ici en Suisse, des hordes de vieillards courant après les jeunes avec des seringues. Ça peut être... imaginez, c'est dans les films de zombies, La Nuit des Morts Vivants, Walking Dead, très bonne série. Mais tous ces scénaristes, en fait, ont imaginé quelque chose qui peut-être deviendra la vérité d'ici une dizaine d'années. Voilà, pour vous remonter le moral. Donc, ici, on parle d'éthique, bien sûr. Voilà. Il n'y en a plus que 2, je vous rassure. Il y a la NAD. Alors, la NAD, c'est une substance dont George Church à Harvard travaille beaucoup là-dessus. Je serais incapable de vous dire de quoi ce sont les initiales. Je crois nicotinamide, adénine, dinucléotide. Je crois que j'ai bon. Cette molécule booste les mitochondries. Les mitochondries, c'est un peu la centrale énergétique de nos cellules. Et donc, ils se sont aperçus là aussi que ça avait très bien marché sur les souris. Alors, évidemment, ça marche souvent sur les souris, mais ça veut pour nous. Mais enfin, des injections régulières de NAD, et maintenant aux États-Unis, il existe un médicament, Elysium Basis, qui est en vente sur ordonnance. Mais si on prend beaucoup de ces pilules, les mitochondries étant régénérées, le corps est plus en forme et sans doute plus durable. Le seul souci, c'est qu'il faudrait prendre une pilule tous les quarts d'heure, jour et nuit, dans le sang, et qu'après, il faudra en reprendre. Donc il faudrait avoir d'énormes containers de gélules de NAD en permanence avec soi, et un réveil qui vous réveille tous les quarts d'heure la nuit pour en reprendre une, et comme ça à vie. Donc,
là, ce serait, oui, on pourrait devenir éternel, mais avec une vie vraiment pourrie. Une vie péniblement sans fin, quoi. Bon, mais on ne sait pas si peut-être plus tard ils trouveront une autre méthode pour ce moment-là. Et enfin, là c'est encore plus dingue, il y a cette piste dont parlent beaucoup les auteurs de science-fiction et maintenant un petit peu les chercheurs en Californie. Les Californiens sont les plus malades, hein, disons-le, vraiment les plus avancés dans le délire transhumaniste. C'est le mind uploading, qui consiste à essayer de copier nos neurones, nos réseaux de neurones, nos synapses sur un ordinateur. Le rêve, c'est de devenir un logiciel. Donc votre cerveau, ce ne sont finalement que des connexions entre des réseaux de neurones. Et si on arrivait à les mettre en algorithme ou les retranscrire ou les télécharger sur un disque dur, vous pourriez devenir immortel, mais vous seriez un disque dur. Vous seriez en quelque sorte Siri. Vous voyez Siri? Alors, après, chacun est libre. Hein. Vous voulez devenir, vous voulez crever ou vous voulez être Siri? Et je rappelle que Siri ne peut pas ni manger, ni boire, ni faire l'amour. Enfin, mais il a une vie à lui. Bref, donc il y a ça, le mind uploading. Je me suis beaucoup amusé avec un personnage de robot parce que je pense qu'aussi l'intelligence artificielle est un des grands fantasmes actuels de la science pour nous rendre éternels. Et donc j'ai imaginé un petit robot qui existe vraiment, qui s'appelle Pepper, qui est fabriqué au Japon par la société SoftBank Robotics. Et donc ça coûte 5 000 euros plus un abonnement. Et il machine learning, c'est-à-dire que la machine apprend et s'adapte à partir de ce que vous lui dites, en fait. C'est un peu comme un interlocuteur qui veut vous plaire et donc qui écoute ce que vous dites et puis qui finit par le répéter. Évidemment, ça a donné des problèmes parce qu'il y a des personnes un peu anti-robots qui ont parlé à Pepper d'Adolf Hitler et qui ont dit du bien du nazisme. Et Pepper était devenu à ce moment-là très fasciste et antisémite. Donc on avait arrêté l'expérience assez rapidement ce jour-là. Et donc dans mon livre, si vous lisez, vous verrez que Pepper se comporte d'une manière assez vulgaire, parce qu'il est influencé par le personnage principal, qui s'appelle Frédéric Beigbeder. Mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est un roman. Donc ça donne des scènes un peu embarrassantes. Donc bon, voilà, j'ai parlé longtemps. Attends, je peux peut-être juste faire ma petite conclusion, et puis après tu me poses des questions, et le public aussi, ou des compliments. Mais oui, donc je voulais dire que c'est en fait un sujet qui est extrêmement grave, même si j'ai essayé de faire un livre comique, parce que ça pose cette question du surhomme. Le Übermensch nietzschéen, qui est une sorte d'utopie qui revient régulièrement. Alors, elle date du 19e, mais elle est revenue dans les années 30, et puis elle a causé pas mal de dégâts. Et puis, semble-t-il, elle revient vraiment dans l'actualité, à la fois dans la médecine, dans les biotechnologies, dans beaucoup de domaines où des milliards de dollars sont investis, et qui sont entre les mains de 4 compagnies privées, les GAFA, qui vraiment défendent l'idéologie. Et d'une certaine manière, ce livre, il est là pour déconner, mais en même temps pour dire une chose très grave, qui est que notre société ne peut pas laisser 4 entreprises privées décider du devenir de notre espèce, parce que c'est ce qui se joue dans les années à venir. Voulons-nous rester des homo sapiens ou voulons-nous devenir autre chose, des mutants, des robots, un mélange de machines et d'hommes, avec un ADN corrigé, amélioré, augmenté, ce qui est voilà, idéologiquement tout de même assez facho, disons-le, facho et fâcheux. Ce qui me surprend, c'est que j'ai lu cette semaine que le film Avengers, Infinity War,
Ce film-là est le plus grand succès de toute l'histoire du cinéma. Il a quasiment battu Avatar, Titanic. Donc c'est dans toute l'histoire du 7e art le film qui a eu le plus de succès. Or c'est un film précisément là-dessus. Tous les personnages sont des mutants ou des mélanges de machines et d'hommes. Et je me demande si ce n'est pas un film sur notre futur, même sur notre actualité, sur le devenir de l'espèce humaine, qui expliquerait le succès de ce film qui est un peu, voilà, un blockbuster pas très profond, mais au fond, peut-être c'est ce qui nous attend et c'est pour ça que ça marche autant. Parce que l'humanité se demande ce qu'elle va devenir dans les prochaines décennies. La conclusion de mon livre, j'espère que vous le lirez quand même, mais je vous la donne là, c'est qu'il y a 2 solutions, en fait, vraiment pour devenir éternel. C'est la reproduction. Quand on fait des enfants, on se met son ADN, et comme ça, c'est fait, on est débarrassé. Et puis, en plus, on rajeunit, parce qu'on est obligé de jouer avec ses enfants à des jeux idiots, et donc on rajeunit et on est émerveillé par des choses très simples, un escargot, par exemple. Ça, c'est le premier point. Donc, pour vaincre la mort, il faut donner la vie. Deuxième point, peut-être que la chance, c'est la littérature. Peut-être qu'écrire, c'est une manière de dire « fuck la mort ».